masculin entourant une statue incarnant un prêtre, ainsi que des parties de linceul pharaonique ornées d'hiéroglyphes. Les linceuls des momies représentent un art riche en imprimerie, en décoration et en couleurs. Elle était fabriquée en lin pour protéger le défunt. Si on veut avoir une idée de développement à travers l'histoire de l'Égypte, on doit voir ce que portaient les pharaons. Chacun des longs siècles passés se distingue par ses borderies, ses couleurs et ses différentes formes de tissus. Tout cela au musée égyptien du textile. Voilà, enfin, on arrive à la partie la plus intéressante aujourd'hui. On a parlé, comme durant l'introduction, je vous ai dit qu'on va parler de l'élégance égyptienne, c'est-à-dire de l'époque pharaonique, bien sûr. On a parlé quand même de Toutankhamon avec le trésor qu'on a trouvé, les bijoux, etc. On vous a présenté quand même quelques reportages concernant soit les bijoux, soit les tissus, les habits des Égyptiens en général durant les différentes époques, soit coptes, soit pharaoniques. Maintenant, on a le plaisir d'accueillir dans le studio M. Simon Saïr. Vous êtes guide égyptologue. Bonjour. Bonjour, bien sûr. Là, vous avez parlé beaucoup de tout ce qui est la vie des Égyptiens anciens. Je parle dans d'autres émissions. Aujourd'hui, c'est la mode, l'élégance, la façon de s'habiller, les bijoux. Alors, est-ce que, la grande question, est-ce que ils suivaient vraiment une mode, comme aujourd'hui, quand on parle des grandes couturiers, des grands couturiers français, par exemple, ou bien internationaux, est-ce que eux aussi, ils suivaient une même ligne? Ça, c'est vrai. L'Égypte est un pays pionnier dans le sujet. On est le pays qui a inventé la mode. On est le pays qui a inventé les bijoux. On est le pays qui a inventé les beaux habits, les belles coiffures. On est le pays qui a été toujours au summum de tout ce qui est luxueux. Et ça, c'est pour une raison tout à fait simple. C'est l'existence d'une classe noble et royale. Cette classe attachée à présenter dans la société leurs symboles et leurs signes de richesse, il a été associé avec l'or, l'argent, la perruque, les beaux habits, les vêtements qui sont fins, aussi bien que le maquillage et le parfum. D'ici que la femme égyptienne était la plus belle femme du monde, la plus chic, la plus élégante. Et elle reprend. Et elle reprend toujours cette ancienne élégance, car c'est vrai qu'on est l'origine et on est la racine. Et d'ici que toujours l'homme était à la recherche de plus en plus et de mieux en mieux à avancer dans le sujet. Que ce soit dans sa propriété, que ce soit avec la beauté de sa femme, que ce soit dans l'importation de l'extérieur de l'Égypte des gens qualifiés à travailler dans le domaine de la production de luxe. C'est un sujet qu'on reprend aujourd'hui à l'extérieur de l'Égypte, dont on revoit les Français, les Anglais, les Américains, qui recopient les modèles égyptiens pour en faire de cela une mode actuelle. Ce qui montre que l'esprit de nos ancêtres est la racine, l'origine et l'imbattable, que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à mieux faire. Mais pour dire, j'ai bien fait, je refais comme eux. Excusez-moi, vous avez dit que l'ancien Égyptien importait des gens pour travailler. Voilà. Importait où? Puisqu'on est le pays de la mode, etc. Et les pionniers. Alors, importer où? C'est une question que dans le temps, on n'avait pas les outils qui pouvaient atteindre le niveau réclamé. Aujourd'hui, on a ce sujet, on a le matériel, à toute facilité, on peut inventer quoi que ce soit comme outil pour faire quoi que ce soit qu'on veut. Les machines sont capables à nous faire cela. Mais dans le temps, on n'avait pas les moyens. Et d'ici, pour travailler avec les métaux de l'époque, que ce soit matière première ou technologie,
il a fallu les petits doigts. Alors, pour avoir des petits doigts, on a deux qui peuvent nous fournir les petits doigts, la femme et les nains. Et comme la femme, malgré ses petits doigts, n'était pas assez douée pour le sujet, on cherchait les nains de l'Afrique qui travaillaient l'orfèvrerie et qui travaillaient les bijoux. Donc ça, c'est une première. C'est la première fois donc que je le sache en fait. C'est-à-dire que dans l'Égypte ancienne, on avait aussi l'habitude de recourir à des ouvriers, si on peut dire, je ne vais pas utiliser un autre mot, mais à recourir à des ouvriers, à des gens qui vont venir nous aider, que ce soit pour l'artisanat. Là, voilà, c'est l'artisanat, c'est la fabrication des bijoux. Oui. Voilà, vous confirmez là. Oui, oui. Alors, c'était pour la fabrication de bijoux seulement ou pour d'autres, où ils étaient donc parmi nous, pour d'autres métiers assez délicats aussi? Non, pour dire classe immigrante, ça n'existait pas une classe immigrante comme aujourd'hui, comme les gens émigrent en bateau pour se faire un métier dans un autre pays. Pour dire que les gens venaient en bateau pour travailler chez nous, oui, on avait ce sujet, 19e et 20e siècle. Et dans les travaux Mais dans les travaux manuels, oui, on venait chez nous. Mm. On venait parce que le fait qu'on travaille en Égypte, c'est un travail qui donne non pas seulement de l'argent et du pouvoir, mais qui vous donne une vie stable. Oui. On est le pays de l'agriculture, on est le pays de la bonne culture, on est un pays où on peut vivre de luxe si on est qualifié. Alors les gens étaient bien chez nous. On venait de partout une fois qu'on est qualifié, même quand on avait des expéditions vers l'extérieur, que ce soit commercial ou militaire. Le retour de l'armée était toujours chargé, non pas seulement par quelques-uns qui ont été par exemple battus dans la bataille Prince ou prisonniers de guerre, mais il y avait une main-d'œuvre qualifiée qui venait. Et on avait un échange commercial avec les produits faits chez nous, que ce soit par les Égyptiens ou par les étrangers. Et la preuve, tout à fait simple, si jamais vous faites la Turquie, la Grèce, l'Iran, vous allez découvrir dans leur musée des bijoux égyptiens qui ont été vendus de chez nous envers eux et qui ont voyagé de chez nous envers eux pour un échange. On exportait, ça veut dire, voilà, mais oui. Tout simplement on exportait aussi. Parce que tous nos bijoux étaient tellement beaux qu'ils ont été toujours recherchés ailleurs. C'est déjà, on est un pays qui possédait les mines d'or, on est un pays qui a possédé la matière première, aussi bien que la main-d'œuvre qualifiée. Et le goût. Voilà. Et le goût. Et d'ici que ça partait partout. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la preuve. Et la preuve ultime que ce sont des pièces uniques, imbattables, c'est que sur toute la longueur des siècles, ils n'ont jamais été les métaux refondus pour faire autre chose, ou bien les pierres demi-précieuses repris des pièces pour en faire de nouvelles pièces. Ça veut dire que la mode que nous on a inventée, elle est restée la mode éternelle. Sinon, on allait réutiliser les métaux et réutiliser les pierres. Le fait qu'elles sont toujours restées présente notre présence au sommet du sujet. Corrigez-moi si j'ai tort, c'est une petite information à compléter pour Donna. L'ENA était utilisé pour la fabrication de l'or, mais aussi parce que c'est très sûr, parce que si jamais il pense à voler quelque chose et courir, on va l'attraper parce qu'il n'est pas très rapide en tant que nain. Oui, restait toujours corrigez-moi si j'ai tort. Le nain restait chez nous et l'ENA avait un avantage. C'est que le fait qu'ils sont enrichis en Égypte, ils pouvaient facilement fonder une famille. Une fois qu'ils font une famille, ils ne quittent jamais. Et ils restent. Il a une vie stable. Il a une vie stable. Et vu qu'ils étaient des émigrés, ils restaient toujours dans les bonnes qualités. Ils ne pouvaient pas faire un jeu de gamin ou se faire un vol comme exactement vous l'avez décrit ou autre. Ils restaient dans cette bonne conscience. Et de là que sa famille l'aimait beaucoup. Parce que c'était toujours un homme qui se montrait et qui se présentait et qui vivait dans un état d'idéalisme. Et on a des textes sur ça, que la femme décrit le mari, malgré un défaut physique, qu'il était gentil, qu'il était bon, qu'il a été doué, tout ce qu'il faut. C'est très bien. Voilà. Oui. Ça ne change jamais apparemment. Ça change non. Donc, si aujourd'hui les différentes cultures, maisons de mode puissent toujours dans l'Égypte ancienne, nous, d'où est-ce qu'on avait les idées, les modèles, c'est-à-dire on voyait toujours, en regardant les temples, on voyait toujours la fleur, le lotus, si je ne me trompe pas, qui était là à l'origine. On le trouve partout, dans les parures, peut-être dans les colliers, c'est-à-dire on puise dans la nature. C'est quelque chose qui nous entourait. Mais il y avait aussi d'autres motifs
Alors, d'où est-ce qu'on puisait ces motifs, ces modèles, ces décors? Le début était pour se faire belle. Parce que le début est tout à fait simple. On utilisait les coquillages, on utilisait les os, on utilisait les fleurs, on utilisait les branches pour se faire belle. Et avec le temps, des idées religieuses ont commencé à faire une transformation. L'idée déjà qu'on va avoir une deuxième vie après la mort faisait que l'Égyptien regardait la nature autour de lui et les qui vont l'inspirer à confirmer l'idée, que ce soit, par exemple, le scarabée, en regardant un scarabée qu'il descend dans le sable et ressort vivant, on se regardait nous-mêmes qu'on va être enterré et qu'on va avoir une deuxième vie. Et d'ici, quand on se faisait un scarabée en bijoux... C'est d'ici l'idée du scarabée qui se trouvait dans... Oui, oui. Le scarabée, il redescend et il ressort vivant. Le scarabée, il poussait son œuf comme un lever du soleil, tous ses œufs, à l'aube. Eh bien, on voyait le lever du soleil à son travers. Chaque fois qu'on regarde le scarabée, on voit une certaine régénération. Et de là, on se dit, faisons un scarabée en or, avec les pierres demi-précieuses, qui nous accompagnent dans la vie et dans la tombe, et ça symbolise qu'on va revivre et qu'on ne meurt jamais. Quand on regarde une fleur de lotus, eh bien la fleur, elle suit le mouvement solaire, du lever au coucher du soleil. Et comme on appelle le diorale du soleil, et c'était un symbole, on le suit. Mais pourquoi le scarabée est bleu? Non, le scarabée n'est pas bleu, mais c'est le ciel qui est bleu, qui serait notre lieu de résidence après ça. Et d'ici qu'on lui mettait cette couleur, en plus que, il faut comprendre que l'Égyptien mettait les métaux et les pierres précieuses dans le corps des dieux. À l'exemple, on a un beau texte qui nous dit que la peau des dieux était en or, les os en argent, les yeux en perles et les cheveux en lapis. Eh bien, c'est un texte quand même qui décrit comment l'Égyptien a fait cette association. Et si la peau des dieux est en or, nous aussi, si on porte l'or, on porte la peau des dieux. D'un côté, c'est un symbole de beauté, et d'un autre, c'est un symbole religieux. Et les deux s'associent ensemble, et les deux se combinent, et comme ça, on avait des travaux en or, et en même temps, qui représentent la foi égyptienne. On les utilise dans la vie, dans les cérémonies, pour se faire belle, et dans les tombes aussi bien qu'on les garde. Parce que ils avaient quand même des habits qui changent avec le jour, avec la situation. C'est-à-dire, si je sors le matin, il y a des habits qui sont adéquats à la journée. Oui. Si il y a des habits pour le soir, il y a des habits pour dormir, Bien sûr. Parce que pour séduire. On avait de tout, à vrai dire, et quand on regarde les tombes des nobles, c'est là qu'on découvre les habits selon les cérémonies. Un exemple, pour une cérémonie belle, luxueuse, où on présente la richesse et on est vraiment accompagné, en accompagnant le roi ou un défilé de nobles pour une fête religieuse, on trouve que les femmes portaient des robes en lin très fins. Et l'Égyptien, pour montrer ce lin très fin, il montrait la transparence du lin, d'une façon qu'il décrit le corps et il décrit la robe à la fois. Et on voyait l'un à travers l'autre. Eh bien, un lin très fin est une robe de sortie. Un lin plus épais, ça serait une robe à la maison. Et pour un homme, quand il porte le lin, c'est un habit pour l'hiver, aussi bien qu'il est un habit pour l'été. L'usage des peaux des animaux était dans les époques prédynastiques. Mais une fois que la civilisation a eu lieu, l'Égyptien il avait accès à faire de la matière végétale un habit à lui. Et on s'est débarrassé de la matière animale. Par contre, les poils des animaux, la queue des animaux, on se servait de cela pour les bijoux. Par exemple, quand on fait des travaux en collier, on se servait de deux choses. Que ce soit le lin, on fait des fils, ou bien la queue, en prenant comme aujourd'hui on les utilise comme corde, et dans le temps, ils se servaient avec ça pour se faire des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, de tout, aussi bien que les poils des vaches. Ils les tressaient et pour en faire avec eux des bijoux. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on découvre des bijoux dans les tombes, on découvre un bijou étalé, comme il faut, sans qu'il ait le fil, car avec le temps, il s'est transformé en poussière. Ça fait qu'il est pris en photo, puis il faut remettre un nouveau fil pour conserver le modèle du collier après la découverte. D'accord. Est-ce que le fait d'être belle, de se décorer, était consacré surtout à la classe la plus avantageuse, aisée. La plus aisée, voilà, et la classe sociale
voilà, la plus modeste n'avait pas ce luxe où les femmes, quelle que soit leur classe sociale, portaient les bijoux, mais avec peut-être des matières qui sont différentes. Vu que l'or était une matière en production massive, mais en même temps réservée à la classe royale, on trouvait que les pauvres n'avaient pas accès. Car toute la production de l'or de l'Égypte, elle est uniquement pour le roi. Uniquement pour le roi. Il avait tout l'or de l'Égypte. À lui de s'en occuper, de le dépenser. Il le divisait en deux. Il y avait la moitié qui partait pour le service du roi, par exemple, les temples égyptiens, les militaires, les nobles. C'est une façon de payer les services. Il a fallu payer les temples. Il a fallu payer les gouverneurs, les ministres, les chefs de l'armée. Parce qu'on trouve, par exemple, souvent dans les tombes, au retour d'une expédition militaire, et le gain de nos chefs qui reçoivent des pièces d'or en récompense. Alors l'or était utilisé pour un paiement. Et la deuxième moitié, elle était conservée à son usage personnel pour ses bijoux, sa famille. Et c'est pour cela que dans le tombeau des rois, on trouve des dizaines de kilos d'or. Regardons Toutankhamon, il a plus que 110 kg d'or dans sa tombe pour une période de règne qui n'a pas dépassé les 4 ans. Alors si lui, il en avait 25 à lui à tous les ans, on avait une production annuelle qui n'était pas moins que 50. Parce que les autres tombes n'ont pas été volées. Les autres tombes n'ont été volées qu'après Ramsès XI. Et d'ici, on a des preuves de la quantité produite en Égypte et de leur usage. La classe pauvre n'avait pas accès, mais par contre, il y a d'autres matières que l'or, moins chères et accessibles, qui ont été dans le temps des matières assez chères, et avec le temps, elles sont devenues bon marché, comme le verre. On a en Égypte la production du verre. Vu qu'on avait le verre et qu'on avait les pierres demi-précieuses, on broyait la matière première des pierres demi-précieuses et des matières végétales, comme le carbone, qui venait des feuilles d'arbres et de tout, et qu'on colorait le verre pour en faire des bijoux colorés à cette base-là. Ah bon? Et c'est comme ça qu'on trouve du verre coloré dans les bijoux égyptiens. Par contre, l'usage de l'or, l'usage de l'argent... Excusez-moi, parce qu'on a une retransmission en direct pour la commémoration des victimes de l'avion russe qui s'est écrasé l'année dernière. Et ça, c'est la messe tenue à cette occasion. Ko em musalli